Allez, on prend le train aujourd'hui. Je vous emmène à Ambérieu en Bugey où nous allons rendre visite au club de modélisme ferroviaire qui s'y trouve, l'AMFA. C'est un club qui dispose d'un réseau à l'échelle HO, toujours en cours de construction, mais qui est déjà bien avancé. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Ambérieu en Bugey, c'est dans le département de l'Ain, une ancienne cité cheminote s'il en est. Je vous emmènerai d'ailleurs, d'ici quelques semaines, visiter son musée du cheminot, où un tournage est prévu dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, c'est de l'autre côté de la gare que nous nous rendons. Nous avons rendez-vous avec les membres de l'association des modélistes ferroviaires ambarois, l'AMFA, dans les locaux mis à leur disposition par le comité d'entreprise de la SNCF, car le club est estampillé UAICF, Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Les membres se réunissent tous les samedis et le 1er du mois, ses portes sont ouvertes au public. Claude, Dominique, Hubert, Jean-Pierre, Loïc, Pierre, Olivier et Raymond, parmi d'autres, étaient là le jour de ce reportage. Ils vont vous parler de leur contribution à la réalisation du réseau. Car l'un des principes qui a été mis en place ici, c'est de rendre responsable chacun de la décoration de quelques centimètres carrés de la maquette. Depuis qu'on a commencé ce réseau, j'ai poussé chaque adhérent qui avait envie de s'initier au décor, de profiter donc du réseau pour essayer de faire sa part de décor et puis d'apprendre. La contribution que j'ai prise en main, qui est encore un peu en chantier, c'est la rotonde qui est derrière nous. Parce qu'en fait, à Ambérieu, on a la chance d'avoir un Fab Lab. Je suis avec un copain qui s'appelle Jean-François et on fait toute la décoration que vous voyez de là-bas jusque là pour le moment. Le club a été créé en juin 1978, mais il faudra patienter jusqu'en 1981 pour qu'il s'installe dans les locaux de l'ancienne école ménagère d'Ambérieu, où il se trouve encore aujourd'hui. Un premier réseau est alors construit. Il sera démantelé par la suite pour donner naissance à celui que l'on peut voir aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que je fais partie du club. J'ai toujours fait du train électrique depuis tendre enfance. J'ai un petit réseau à la maison, mais bien moins important que celui-ci. Et puis le fait de me retrouver à la retraite avec différents collègues, on s'est dit tiens, on va reprendre un peu d'activité dans ce club. Et puis on sentait qu'il était... Bon, il stationnait un peu, bon, le réseau venait d'être refait, le plan de voie posé. Puis il y avait toute la partie décor à attaquer, donc on s'est décidé avec un autre collègue, là, Jean-François, de s'occuper de ça exclusivement. Le premier réseau était quand même obsolète, bon, il n'y avait plus moyen de faire grand chose avec. On avait eu l'opportunité de récupérer le bâtiment dans sa totalité. Donc on a fait table rase de l'ancien réseau et on a construit celui-ci qui a du matériel nouveau sous une autre forme. Des évolutions qu'Olivier n'a pas connues, car il est l'un des membres ayant le plus récemment adhéré à l'AMFA. Je suis arrivé il y a un an à peu près, début janvier l'an dernier. Parce qu'en fait, moi, le modélisme ferroviaire, pour pas dire le petit train, j'ai fait ça quand j'étais minot. Et puis après, j'ai eu une période noire où j'ai rangé mes trains et ça m'a repris il y a quelques années. J'ai commencé par lire des blogs, suivre Aiguillage aussi. Donc c'est un peu la faute d'Aiguillage si je suis revenu à ces affaires-là. Puis il y a un an, je me suis décidé à pousser la porte du club d'Ambérieu parce que c'est le plus près de chez moi. La porte du club d'Ambérieu, mais aussi celle du Fab Lab qui est installé en ville. À Ambérieu, on a la chance d'avoir un Fab Lab. Donc un Fab Lab, c'est accès à des outils de découpe laser, d'impression 3D. Et donc même si dans le commerce il y a des très belles rotondes qui existent, là c'était un peu le challenge de dire tant qu'à faire, faisons-la nous-mêmes. Donc on a ressorti des vieilles revues pour trouver des bouts de plan avec des dimensions, parce qu'en fait la difficulté c'est ça, c'est de trouver des dimensions des choses.
Donc une fois que j'ai eu ces dimensions, comme à chaque fois, je suis reparti sur mon ordinateur et puis on a produit ce prototype. Et donc aujourd'hui, il faut passer la vitesse suivante, c'est de finaliser ça. Et mon défaut, c'est que avant, je me moquais beaucoup des compteurs de réveil. Je m'aperçois que je prends cette mauvaise habitude et que je veux vraiment le truc. Non, il faut vraiment qu'il y ait tous les petits détails. Donc voilà, les copains m'ont dit ouais, cette rotonde elle est bien, on pourra la laisser comme ça. Et que là, c'est moi qui dis non, c'est juste pas possible. Il faut vraiment un truc. J'ai personnellement acheté une imprimante 3D à la maison, donc du coup j'ai moins d'excuses pour ne pas, sur certaines pièces, pouvoir les produire plus facilement. La rotonde elle est faite pour l'instant en médium, c'est du médium de 3 mm, mais le médium déjà découpé à la laser c'est un peu caca parce que ça encrasse vitesse grand V tous les filtres. Et puis à peindre, tout ça, c'est quand même pas la panacée. Donc mon objectif pour la rotonde finale, la version finale, ça sera plutôt de passer sur des cartons bois, des choses comme ça. Mais là, il faut encore que je teste et que je vérifie si ça marche ou ça marche pas et trouver les bons paramètres pour fabriquer ça. À l'image d'Olivier qui se concentre sur la conception de la rotonde qui trouvera naturellement sa place dans le dépôt de la gare qui est encore en cours de construction, chaque membre du club se voit attribuer quelques centimètres carrés du réseau dont il prend la responsabilité en termes de décoration. Donc moi je me suis porté volontaire pour cette partie-là, qui m'a poussé à faire un petit peu cette partie-là, parce qu'on ne pouvait pas faire le décor devant tant que ce n'était pas fait derrière. C'est le système de flocage avec de la fibre et de la bombe en colle. Donc on vaporise une première fois, on remet de la fibre, puis on essaye de donner de la forme. Donc là j'ai pris du fil électrique en U, et j'ai fibré par-dessus, et puis voilà. Donc je suis parti sur ça, bon moi je me fais la main. J'ai repeint un peu les poteaux caténaires, je me suis initié à l'aérographe. Et puis après et puis on demande conseil aux collègues qui ont déjà fait, comme pour la peinture des rochers, tout ça. On a Claude que vous avez vu précédemment, qui lui avait l'habitude, il nous a expliqué d'ailleurs, voilà. Il nous a montré, on fait une première couche de blanc, enfin le plâtre brut, une première couche de jaune, enfin jaune, orangé, ocre, du noir pour faire ressortir, un peu de blanc, on repasse du brun, encore un peu de blanc, et puis après ça donne différents aspects. Après c'est les goûts et les couleurs qui jouent sur ce qu'on dessine. Les barrières, avec du fil de 4/10, donc qu'on prend pour faire la caténaire, et moi je me suis amusé à faire les rambardes. Donc avec des petites pinces en plastique, on tient le matériau, un fer à souder assez puissant pour que la soudure soit rapide. Et hop, vous soudez, après un coup de pinceau, et puis vous avez votre barrière qui est faite. Ça s'apprend, quoi, il faut avoir l'envie. Et ce n'est pas ce qui manque à Loïc, le plus jeune membre du club, qui est précisément venu à l'AMFA pour apprendre et transposer ses acquis sur le réseau qu'il construit chez lui. Je suis arrivé ici il y a 6 ans. Donc j'ai hérité de matériel ferroviaire de mon père et donc je voulais reprendre un peu, parce que j'ai toujours été passionné de train, donc je voulais reprendre un peu le modélisme et donc j'ai eu la chance de découvrir ce club donc, qui est dans ma ville parce que j'habite ici en Bayeux et donc ils m'ont aidé, ils m'ont guidé pour construire mon réseau et voilà. Aujourd'hui maintenant je viens régulièrement et j'avance aussi chez moi sur mon réseau. Le réseau du club est en forme de U, ce qui présente l'avantage d'exposer 4 longues faces le long desquelles les trains peuvent circuler. Et les membres du club s'adonnaient au plaisir de construire des décors. Il mesure 20 mètres de long sur 2,50 m de large et est composé de 12 modules non normalisés d'une largeur de 60 cm, à l'exception de celui accueillant la gare, dont la largeur a été portée à 1 mètre. La structure a été conçue en contreplaqué sur ossature bois. Pour les reliefs, c'est la technique du grillage et de la bande plâtrée qui a principalement été mise en œuvre.
L'enrochement est fait à base de plâtre, avec des moules. On utilise pas mal aussi également du MAP. On s'est aperçu que le MAP, c'est de la colle à placo, qui est très bien parce qu'on malaxe ça tient plusieurs heures et ça permet de mettre en forme. Par contre, il faut faire une forme assez finie parce que c'est difficilement récupérable, c'est très dur. Contrairement au plâtre où il va se gratter, se poncer, se raboter, quoi. Donc voilà. Alors par contre, on fait tout ce qui est ossature, on y fait boucher des trous, faire des grosses masses en colle de placo, en MAP. Et par contre, tous les enrochements sont faits en plâtre et sont jointés avec du plâtre. Pour dire quand on fait une patine dessus, que la patine soit assez uniforme, voilà, parce que le MAP n'absorbe pas de la même manière, voire pas du tout, quoi. Le choix de la forme en U fait que les distances parcourues par les trains sont beaucoup plus importantes que ce qu'il pourrait paraître au premier abord. Chaque circuit, voie 1, voie 2, là, ça fait un développement de 50 mètres quand même. Hein. Quand on dit, ah oui, mais 20 tours, 1 kilomètre, bon, on voit ça différemment. Bon, l'idée, c'était justement de faire du décor, parce que, personnellement, moi, c'est ce que j'aime bien. Voir des trains qui roulent dans du décor. Donc là, justement, on peut faire le tour, même se mettre un petit peu au milieu. On n'est pas coincé contre un mur. Bon, on peut voir ça tout le tour, quoi. Sur chaque circuit, il y a un garage souterrain, 3 voies de 2,50 m ou 3 mètres, de manière à mettre des rames vraiment conséquentes, quoi. Et puis sinon, tout est cantonné, donc, y compris les voies de garage. Donc là, on doit avoir, de mémoire, je ne sais plus, entre 35 et 40 cantons, donc, qui assurent toute la sécurité, quoi. La sécurité de la circulation des trains sur les différents circuits du réseau, qui a trouvé son spécialiste. Un ancien cheminot du service électrique qui a consacré toute sa carrière à la signalisation, la caténaire et aux télécommunications. La signalisation respecte autant que faire se peut la signalisation qui est utilisée sur le réseau principal de la SNCF. Aussi bien en lumineux sur le grand réseau qu'en signalisation mécanique sur la petite voie unique. Il y a des cantons, oui, donc chaque canton est précédé d'un signal qui se ferme dès que le train franchit le signal et qui se rouvre 2 cantons plus loin. Donc le canton d'après, on présente l'avertissement au signal et le canton suivant, la voie libre. Les signaux mécaniques sont de chez MKD. Ils ont été motorisés. Une opération qui demande un peu de minutie, vu qu'ils sont en plastique et que les pièces sont assez fragiles. Sans quoi, l'opération se déroule sans grande difficulté. Le thème du réseau est libre, même si les paysages rencontrés sont assez fortement inspirés de ceux que l'on peut trouver sur la ligne Lyon-Chambéry, qui passe par Ambérieu précisément. Le parcours est constitué de 2 circuits à double voie, indépendants l'un de l'autre. Chacun possède un garage caché pour permettre la variété des circulations. Les 2 passent par la gare, qui est encore à ce jour en cours de construction. Celle-ci comprend 5 voies à quai, plus 3 garages, et reçoit le trafic circulant sur une ligne secondaire à voie métrique. Le réseau est maintenant suffisamment avancé pour que les membres du club se réservent plus souvent des après-midi où ils viennent faire circuler leur train. Mais un samedi sur 2 reste consacré au travail sur le décor. Et pour Pierre, décor rime avec histoire locale et patrimoine. On a fait la tour de Saint-Denis un peu remodelée parce que le dessus n'est pas comme ça. Mais on a fait une petite synthèse de la tour de Saint-Denis et on l'a fait avec des plaques de plâtre. Hein. On a des moules et on fait l'infrastructure avec des moules. Avec du plâtre, tout simplement. Alors là, on a une configuration un peu différente de la tour de Saint-Denis. On a créé une petite chapelle avec un dégradé comme ça de terrain qui rejoint la voie ferrée. Alors ça, on a essayé de faire
de faire l'Italie qui était la Savoie de ce côté-là, avec une borne qui délimite le Dauphiné là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une borne un peu de savoyard. Le château de Cornillon que vous voyez là, hein, qui a été construit autour de 1300 et démoli en 1600 par le général Biron. Alors c'était un château qui est plus ou moins un château, mais qui était une grosse forteresse, une grosse bâtisse c'était un droit de passage à Serrambert et pour aller en Dauphiné et en Savoie. Alors ça a été tenu d'abord par des juifs qui tenaient là, qui avaient le monopole qui encaissaient pour le seigneur du coin, et après par les moines qui ont repris le témoin. Puis on a construit des petites maisons autour avec ce qui était intéressant, c'est ça que j'ai fait, c'est-à-dire c'est des bacs que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des bacs là et là, avec des frigos. C'est-à-dire que dans le temps, toute la nourriture était enterrée dans la terre. Et là, bon, on a fait des abreuvoirs c'était pour les gens aussi, et puis pour les animaux. Donc on a fait des petites maisons toutes en pierre. Hein. Toute l'infrastructure est faite en pierre. La pierre, le bois, le carton et même le plâtre, un peu tous les matériaux ont été utilisés pour réaliser les décors de ce réseau, en fonction des préférences des maquettistes. La création de cette ruine, par exemple, mêle plusieurs de ces matériaux. La ruine est construite en plâtre. Le toit est un moulage de tuiles en plâtre. Les lattilles en bois sont c'est de l'evergreen. Et les planches qui barricadent la fenêtre, les fenêtres, la fenêtre qui reste, la porte qui reste, c'est des entourages de bois de camembert. Autre réalisation d'Hubert, ces typiques cités cheminotes, construites par le PLM dans les années 20, qui abritent des personnages dans quelques pièces et sur des balcons. On les verra mieux lorsque l'éclairage sera installé dans ces maisons. Elles sont en carton-bois, découpées par architecture et passion. Les toits sont en plâtre, les cheminées en résine. Les gouttières en pics de brochette qui ont été retaillées et leur descente en fil de cuivre. Enfin, la pousse de l'herbe n'est pas tributaire de la température ambiante, de la présence du soleil ou de la tombée de la pluie. Les modélistes de l'AMFA ont trouvé une solution beaucoup plus fiable. On a pris un bout d'isorel de 5 mm sur lequel on a collé une plaque en aluminium. Donc après on prend le floqueur, Noc ou n'importe lequel. On met une pince, on pince le fil ici. On a pris une pochette translucide, de la colle à bois en bande, en flot, n'importe comment, comme on veut. Et après on floque et ça nous fait des touffes. Celle-là, elle est armée, il y a un fil électrique dessous, donc qui ne touche pas le... J'ai fibré une première fois et après, avec de la colle en bombe, on vaporise un coup, on remet du flocage et on arrive à faire des massifs un peu comme ça, comme celui-là, là, enfin bon. Et puis si on ne veut pas trop épais, on peut mettre du flocage pour faire des fleurs. Les locaux de l'association des modélistes ferroviaires en Barrois sont ouverts au public chaque premier samedi du mois. Vous pourrez aussi retrouver sur Aiguillage un reportage sur le réseau d'exposition du club qui, lui, est à l'échelle N. La semaine prochaine, une visite d'une nature tout à fait différente. Je vous proposerai de découvrir un poste d'aiguillage qui a cessé de fonctionner il y a peu, mais qui pourrait être préservé et connaître une nouvelle vie. Il s'agit de celui situé à l'entrée nord de la gare de Perrache à Lyon. D'ici là, sachez que vous pouvez passer en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.